Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Vous avez vu le titre, Rudy Gobert serait la clé des Wolves en playoff. Ouais, le mec que tout le monde critique depuis des années, ce serait lui la pièce la plus importante? Parce que si c'est vrai, ça change complètement la lecture pour Minnesota. Ce sujet-là, vous l'avez clairement choisi sur Insta, devant celui sur Nadir Rifi. Encore deuxième, ça devient une habitude pour lui. Et franchement, je suis content pourtant, parce qu'on est en plein playoff. Et là, hier, le match 6 vient d'avoir lieu entre Denver et Minnesota. Gobert, c'est exactement le cas que j'adore. Quadruple DPOY respecté régulièrement dans les trophées, mais toujours remis en question dans les discussions de fans ou d'experts. Mais ce qui est sûr, c'est que là, avec Minnesota, au vu de ses performances en playoff, Rudy devient en ce moment impossible à ignorer. Mais avant qu'on développe, vous le savez, si vous voulez vous-même choisir les sujets, s'il y en a un autre qui vous aurait plu par exemple, vous connaissez le délire, c'est sur Instagram que ça se passe. Et pour les suivre, ces sujets, et ne rien manquer, à vous de jouer, il suffit de s'abonner ici, sur YouTube ou sur Spotify, selon la plateforme que vous préférez. Mais ouais, aujourd'hui je veux surtout qu'on sorte du débat habituel. Gobert est fort, Gobert est limité, Gobert se fait cibler, Gobert est surcoté, tout ça on connaît. Là le vrai sujet c'est pourquoi ce joueur-là, avec ses défauts bien réels, peut quand même être celui qui fait tenir la structure des Wolves. Son passé à Utah, son duel avec Jokic au premier tour, ses rebonds, sa défense, les blessures, son impact, il y a plein de sujets dont il faut qu'on parle le concernant. Et franchement, si vous avez encore des doutes sur lui, ça va être intéressant qu'on en parle ensemble à la fin de cette vidéo. Alors installez-vous bien, prenez une petite boisson, aujourd'hui c'est bien le pivot français Rudy Gobert qui va passer sous mon scanner. Bon, Rudy Gobert, c'est le genre de joueur pour lequel tout le monde a un avis. Mais le truc, c'est que parfois, j'ai pas l'impression qu'on parle tous du même joueur. Rudy, c'est un mec qui a été élu 4 fois défenseur de l'année. 4, c'est un record partagé avec des monstres comme Dikembe Mutombo ou Ben Wallace. C'est historique. Et normalement, avec un CV comme ça, y a même pas débat. T'es installé, t'es validé, t'es une évidence. Sauf que Gobert, pas du tout. À chaque playoff, ça recommence. Les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes critiques. Comme si tout ce qu'il avait fait avant, d'un coup, comptait un peu moins. Franchement, il y a un vrai paradoxe là-dedans. Il y a quelque chose qui colle pas. Pourtant, quand tu regardes son impact défensif, en vrai, tout est là. Il protège le cercle, il communique, il place les autres, il change des possessions sans même toucher le ballon. De ce côté-là du terrain, c'est juste un patron. Mais dans l'opinion publique, on ne le laisse jamais tranquille. Il doit toujours prouver un truc de plus. Et ça vient beaucoup, je pense, de son passage à Utah, où on lui a souvent demandé d'être partout, au four et au moulin, protéger le cercle, sortir sur les shooters, c'est trop. Résultat, on a retenu que c'était un joueur qui se faisait facilement cibler, alors que le souci était sûrement bien plus collectif, bien plus complexe. Ensuite, il y a son niveau offensif, et là forcément, il part pas avec les meilleures cartes. Il ne crée pas, il ne s'écarte pas, il ne fait pas de move flashy. Du coup, beaucoup s'arrêtent à ça. Il voit un pivot limité, et oui, je vais pas mentir, il l'est sur certains points. Pourtant, son impact offensif existe quand même, dans les écrans, dans les rolls vers le panier, dans sa présence près du cercle, dans les rebonds offensifs. C'est pas sexy, c'est sûr, mais c'est utile. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, si tu fais pas de gros highlights en attaque, on a vite tendance à te dénigrer. Et puis, Shaquille O'Neal, on va pas faire semblant, a bien participé à lui coller une étiquette aussi. Depuis des années, il le critique avec cette idée du pivot payé trop cher qui devrait forcément dominer en attaque. Sauf que Gobert, c'est pas ce joueur-là, et si on réfléchit, c'est dur d'être ok avec Shaq, il n'est pas payé pour ça. Son truc à Rudy, c'est la défense, les écrans, la présence, l'impact sans le ballon. C'est moins vendeur et c'est plus facile de se moquer. Dès qu'il rate un truc, de toute façon, ça tourne partout. Dès qu'il se fait dunker dessus, ça devient une nouvelle preuve pour dire qu'il est éclaté. Pourtant, se faire dunker dessus, ça montre que quand on l'attaque, au moins lui, il ne se cache pas. Il donne tout, il essaye de contrer jusqu'au dernier instant. Et de toute façon, même quand il fait le boulot, ça change pas grand chose à la perception que les gens ont de lui. Cette saison encore, il sort une campagne super solide, près de 11 points, plus de 11 rebonds, une efficacité énorme près du cercle, un impact défensif toujours là, et pourtant il ne finit même pas dans le top 3 du DPOY. Alors oui, Victor Wembanyama fait une saison monstrueuse, y a rien à dire, mais Gobert en 4ème place, ça raconte quand même quelque chose. J'ai l'impression qu'il n'est plus jugé seulement sur son niveau, on le juge avant tout sur son image. Comme si malgré tout ce qu'il avait déjà fait et prouvé, il faudrait qu'il en fasse encore un petit peu plus que tout le monde pour qu'on le remarque. Et ça, il le peut en vrai, parce qu'à Minnesota, on va le dire,
il y a eu quelques mauvaises nouvelles récemment. DiVincenzo out, Edwards touché, et d'un coup, les playoffs ne s'annoncent plus pareil. Les Wolves ont moins de tirs, moins de création, moins de folie offensive, moins de marge, donc Finch appuie sur ce qui lui reste, la défense, le rebond, l'énergie et la dureté. Et dans ce basket-là, Gobert prend une place énorme, pas parce qu'il va scorer 30 points, mais parce que c'est lui qui a la responsabilité de faire tenir la structure. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui on est ensemble à parler de lui. Mais là j'arrête de le saucer parce qu'on va pas se mentir non plus, les critiques autour de lui ne viennent pas de nulle part. À Utah, il y a des séries où des équipes ont vraiment réussi à le mettre à mal. Tu écartes le jeu, tu joues petit, tu mets des shooters partout, tu fais les bons switches et Rudy se retrouve à devoir choisir son poison. S'il reste près du cercle, le périmètre explose. S'il sort, la raquette est ouverte. Et forcément, quand t'es un multi-depoy, c'est toi qu'on accuse en premier. Mais faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte, je pense, avant de le jeter totalement sous le bus. Le moment qui cristallise tout, c'est les Clippers en 2021. Utah a le meilleur bilan NBA, Gobert est depoy et le Game 6 devient une scène de crime pour son image. Les Clippers jouent small ball, Utah mène de 25 points, puis Terrence Mann prend feu et le périmètre est en danger. Ensuite, tout le monde ne retient qu'une chose, Gobert s'est fait ouvrir. Et franchement, je comprends, car visuellement, c'était très violent à observer. Mais perso, si on s'arrête à cette lecture, je trouve ça simpliste ou au moins exagéré. Sur ces possessions-là, Gobert ne défendait pas juste son joueur, il devait protéger le cercle, couvrir les drives, fermer les corners, aller au rebond, aider, compenser les retards de ses coéquipiers. À un moment, on ne peut pas non plus demander à un seul gars de tenir toute la maison pour éviter qu'elle crame. Alors oui, il n'a pas toujours été parfait, il n'a pas la mobilité d'un Bam Adebayo ni la polyvalence d'un Draymond Green, mais on lui demandait de colmater beaucoup trop de fuites pour que ça fonctionne et que ça reste à flot. Une mission comme ça, en vrai, même un défenseur all-time ne peut pas la tenir tout seul. Mais contre Dallas, c'était la même chose. Les Mavs étirent le terrain, attaquent le premier rideau, et à la fin, encore une fois, c'est Gobert qui prend la foudre. Mais honnêtement, qu'est-ce que tu veux faire quand ton meilleur défenseur doit non seulement remplir son rôle, mais aussi compenser toutes les erreurs de ses potes? Si collectivement, l'équipe ne fait pas le job, forcément, à la fin, c'est Rudy qu'on retrouve sur le poster. Après, je vous vois derrière vos écrans, vous allez dire que je suis beaucoup trop positif le concernant. C'est pour ça que je ne vais pas non plus passer à côté de certaines critiques, parce qu'il y en a qui sont méritées. Offensivement, notamment lors de ces playoffs 2021, il y avait de vraies choses à lui reprocher. Quand une équipe joue petit contre toi, en théorie, ton pivot de plus de 2,15 m doit pouvoir punir, prendre position sous le cercle, conclure, provoquer des fautes, forcer l'adversaire à s'adapter à ta longueur. Gobert l'a fait par moments, mais pas assez pour changer complètement le plan adverse. Il pouvait attraper des lobes, prendre des rebonds offensifs, être efficace près du cercle, mais créer tout seul, dos au panier, possession après possession, ça n'a malheureusement jamais été sa tasse de thé. Donc oui, vraiment, il y a des critiques avec lesquelles je suis complètement d'accord. Mais seulement dire Gobert c'est un problème en playoff sans forcément chercher à aller plus loin, ça je suis moins d'accord. Rudy c'est un spécialiste. Si tu le mets dans un contexte qui correspond à son profil, il peut être énorme. Si tu l'isoles et que tu ne l'aides pas, ses limites ressortent très vite. Année après année, à chaque printemps, il ne joue plus seulement contre l'équipe d'en face, il joue aussi contre ses détracteurs. Un tir ouvert dans le corner, un switch un peu sale, une possession où il sort trop loin et tout revient, toutes les critiques. Heureusement, son arrivée à Minnesota a au moins un petit peu changé ce narratif. Aux Wolves, Gobert n'est plus juste le dernier mec debout au milieu d'une baraque qui brûle. Il protège toujours le cercle, mais devant lui, il y a enfin des joueurs capables de ralentir l'action avant qu'elle n'arrive jusqu'à lui. Une bonne défense, c'est pas juste un grand pivot qui attend sous le cercle, c'est aussi des gars devant lui qui ralentissent le porteur, qui le gênent, qui obligent l'attaque à faire des détours avant de tomber sur le dernier rempart. Et ce qui est bien, c'est qu'à Minnesota, Gobert n'est plus là juste pour réparer les dégâts. Il est le cœur et l'âme de la structure défensive de son équipe. Jaden McDaniels, par exemple, change énormément de choses. Dans le Game 3 contre les Nuggets, son travail sur Jamal Murray est énorme. 16 points pour lui, 5 tirs marqués sur 17, aucun 3 points. Denver finit à un peu plus de 34% au tir et seulement 20% de loin. Là, on n'était pas juste sur un Rudy qui attend en dessous. Toute la défense étouffe les Nuggets, avant même que les joueurs arrivent au cercle. Et quand le premier rideau tient, Rudy peut davantage respirer et se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux. C'est ça la différence, McDaniels gêne partout, Edwards met de la pression malgré tout aussi, Randle apporte du physique, Conley de l'expérience, DiVincenzo de la dureté. Gobert n'est plus juste entouré de figurants, il est entouré de joueurs qui lui permettent de rester dans sa zone privilégiée. Et c'est pas parce qu'il est moins seul que ça le rend moins important, bien au contraire. Parce qu'un protecteur de cercle élite est bien meilleur quand il n'a pas 15 incendies à éteindre en même temps. À Utah, Gobert courait partout, à Minnesota, il stabilise la défense, même dans le Game 4, avec Edwards et DiVincenzo out, les Wolves ne s'écroulent pas, et même si la perf offensive de Dosunmu a grandement aidé, celle de Rudy des deux côtés du terrain a également été d'une importance folle. Maintenant, Minnesota n'a pas une défense parfaite non plus, attention, je dis pas ça. Il y aura encore des oublis, des tirs ouverts concédés, des séquences plus sales. Mais par rapport au contexte qui a le plus abîmé l'image de Gobert à l'époque, je trouve que c'est le jour et la nuit désormais. Là, il n'est plus utilisé comme une solution désespérée, il est utilisé comme une arme centrale dans un système cohérent. Les Wolves ne lui demandent plus seulement d'être le
sauveur, il lui demande d'être le patron défensif. Ça c'est vraiment différent du contexte qu'il connaissait à Utah, et c'est pour ça que son impact devient plus lisible aujourd'hui. Pourtant j'ai l'impression que tout le monde ne l'a pas encore remarqué ça, et sûrement parce que c'est pas quelque chose qui se lit dans les stats. Gobert, on l'a dit, c'est un petit double-double de moyenne par match avec un peu plus d'un contre. C'est solide, mais c'est pas un truc qui retourne le cerveau. Sauf que chez lui, l'essentiel n'est pas toujours dans le box score. Un contre, tout le monde le voit. Un drive refusé, un lay-up transformé en flotteur, un joueur qui hésite et ressort le ballon, ça, personne ne le compte vraiment. Et pourtant, c'est là-dedans qu'il pèse vraiment, dans la dissuasion. Gobert, parfois, il défend sans toucher le ballon, juste parce qu'il est là, parce qu'il est placé, parce qu'il reste droit, parce qu'il a cette longueur, cette verticalité, cette présence qui change la façon dont les attaquants finissent. Son but, ce n'est pas forcément de finir dans le top 10 avec une grosse bâche. Non, son but, souvent, c'est de rentrer dans la tête des attaquants et de créer un doute constant chez eux. Si à la place d'un lay-up facile, l'adversaire prend un flotteur compliqué ou un tir à mi-distance contesté, c'est que Rudy a gagné. Vous voyez le délire, pas sûr que ces actions fassent des millions de vues sur TikTok, et pourtant pour moi c'est ça le vrai basket efficace. C'est pour ça que parler seulement de ses contres c'est réducteur. Les contres c'est la partie visible de l'iceberg, la masse sous l'eau c'est la dissuasion, le joueur qui ralentit quand il est là, qui change d'idée, qui arrive au cercle et qui se dit « Ok, ça va pas se passer comme prévu ». Sur une possession, on ne voit pas toujours à quel point c'est important. Sur 48 minutes, et encore plus sur une saison entière ou sur une série de playoffs, ça peut totalement changer le rythme d'une attaque. Autre truc aussi qu'on oublie bien trop souvent, à mes yeux, le rebond. Une défense ne se termine pas quand l'adversaire rate son tir, elle se termine quand tu récupères la gonfle. Si tu oublies le rebond, t'as défendu pour rien. Et là-dessus, Gobert est énorme, plus de 11 rebonds par match. Il finit les possessions. En playoff, c'est vital. Ça, dans le premier tour contre Denver, c'est hyper flagrant. Game 3, 10 points, 12 rebonds, 3 contre. Game 4, seulement 3 points, mais 15 rebonds dans une victoire où Minnesota avait besoin de stabilité. Et c'est exactement ça, Gobert. Si vous cherchez juste les points, vous passez à côté. Si vous regardez les possessions bien finies, les tirs compliqués, les secondes chances évitées, son empreinte devient d'un coup beaucoup plus évidente. Et c'est peut-être ça qui le rend aussi incompris, parce que Gobert, c'est une défense de volume, avec de la répétition, du placement, de la présence. Dès qu'un attaquant pense à lui avant de tirer, Minnesota gagne une petite bataille. C'est discret, presque même invisible, mais franchement, c'est immense ce rôle. Ce qui me rend fou par contre, c'est que parfois, même des observateurs ou des analystes dont c'est le métier ne le voient même pas ce truc-là. Ce décalage, on l'a bien vu dans le vote du Deepoy par exemple cette saison. Wembanyama gagne à l'unanimité, c'est normal, c'est mérité. Une saison monstrueuse, plus de 3 contre, plus de 11 rebonds, une présence folle, des Spurs qui explosent collectivement. On peut aimer Gobert, ça ne change rien. Wemby avait un dossier en béton armé. Le débat c'est pas du tout de dire que Wemby a volé le trophée, au contraire il lui tendait les bras. Le truc qui me gêne, plutôt, c'est que Rudy finisse 4ème. Derrière Wemby, ok, Holmgren, et encore, je trouve que ça se tape pas mal entre les deux. Mais qui finissent derrière Ausar Thompson aussi, même si je le sais, les Pistons sont terminés numéro 1 à l'Est, je trouve que ça montre quelque chose. En fait, pour moi, ça montre surtout que Rudy n'est plus à la mode. Quand t'as déjà gagné 4 fois, ce que tu fais d'exceptionnel devient presque banal. Gobert protège le cercle, bah ouais, normal. Il prend 11 rebonds, bah ouais, normal aussi. Il ferme des possessions, il communique, il gère ses coéquipiers, il dissuade, bah oui, c'est Rudy. Sauf qu'à force de trouver ça normal, on finit par ne presque plus le voir. Et pendant ce temps, les jeunes Wemby, Chet et Ausar racontent une histoire différente, plus neuve, plus fraîche. Gobert, lui, raconte une histoire qu'on connaît déjà, protection de cercle, rebond, discipline, placement. C'est essentiel, mais c'est moins nouveau. Et dans le débat NBA actuel, ce qui est moins nouveau, c'est moins sexy. Mais attention, moins sexy, ça veut pas forcément dire moins important, moins efficace ou moins utile. Et je trouve que c'est ça qui rend le timing super important dans le jour de sortie de cette vidéo. Gobert sort d'un vote où il finit hors podium et en même temps, là, il joue une série où chaque possession défensive compte. C'est pour ça que maintenant, c'est important de parler du test ultime, Nikola Jokic, le meilleur pivot du monde depuis quelques années déjà. Défendre Jokic, ce n'est pas défendre un pivot normal, c'est défendre un mec qui peut te tuer au poste, à la passe, au rebond, à mi-distance, à 3 points, sur une coupe, sur un renversement. Il peut disséquer une défense sans même avoir l'air de forcer. Donc si Gobert pèse dans ce duel, même sans l'éteindre, ça change immédiatement la lecture de son impact. Maintenant, vous allez me dire que Gobert ou pas, sur le dos, Jokic reste Jokic, et vous avez raison. Mais soyons clairs, c'est pas grave parce que de toute façon, le Serbe, personne ne peut vraiment le stopper. Alors le but de Gobert, ce n'est pas de transformer Jokic en joueur moyen, ça c'est impossible. Le vrai objectif, c'est de le rendre moins confortable, le faire recevoir le ballon plus loin, l'obliger à dribbler une fois de plus, retarder ses lectures, éviter la prise à 2 automatique, parce que Jokic, si tu vas trop vite en net sur lui, il te découpe ensuite à la passe. Donc parfois, la meilleure défense, c'est de le tenir assez longtemps en 1v1 sans paniquer. Et avec Gobert, dans ses playoffs, les Wolves y arrivent un peu à ça.
Le Game 2 est très parlant, 15 points, 14 rebonds, 3 contres et surtout un Minnesota qui ne double pas Jokic systématiquement. Ça, c'est énorme. Pendant des années, on disait que Rudy était une cible. Là, il devient celui qui permet à la défense de tenir face à l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça déjà, symboliquement, c'est très fort, surtout que ça ne s'est pas arrêté à une seule rencontre. Regardez les Game 3 et 4. Jokic produit encore, évidemment. Au match 3, il met 27 points et prend 15 rebonds. Au match 4, il frôle encore le triple-double avec 24 points, 15 rebonds et 9 passes. Mais dans les deux cas, il n'est pas dans son fauteuil. Il shoot à 7 sur 26 puis à 8 sur 22. Denver reste bloqué à 96 points 2 fois de suite. Donc oui, Jokic existe, mais il ne déroule pas aussi facilement que d'habitude. En fait, c'est ça, Gobert ne gagne pas ce duel en faisant totalement disparaître le Joker. Il le gagne en rendant les choses moins automatiques pour Denver, en faisant travailler le Serbe plus longtemps, en l'empêchant d'aller chercher ses angles préférés, en gardant assez de discipline pour ne pas déclencher une aide trop tôt. Et quand Gobert tient le contact, reste droit, conteste sans faire faute, puis finit au rebond, il permet à toute la défense des Wolves de rester en place. C'est fort. Et clairement, plus qu'une guerre de highlights, c'est devenu une guerre d'usure. Jokic aura toujours de gros chiffres, mais la vraie question c'est est-ce qu'il contrôle le match comme il est capable de le faire? Est-ce que Denver trouve vraiment son rythme? Et sur les premiers matchs, Gobert a fait en sorte que les réponses à ces deux questions soient moins évidentes que prévu. En gros, Jokic, tu ne l'éteins pas, non, t'essayes juste de le rendre un peu plus humain. Et même juste pour ça, un bon courage à celui qui va tenter de remplir cette mission. Quand le Serbe voit la coupe, serre Gordon, renverse dans le corner, trouve Murray dans le bon timing, c'est fini. La défense est morte avant même d'avoir compris ce qui se passait. Donc si Gobert le fait recevoir la balle plus loin, s'il l'oblige à over-dribbler, s'il retarde l'aide, s'il reste droit sans sauter sur toutes les feintes, il ne gagne pas forcément l'action avec un contre, mais il bloque le premier domino, et ça c'est primordial. C'est pour ça que dans cette série, je pense que Rudy Gobert est super important. S'il tient assez longtemps sans prise à deux automatique, Minnesota peut garder ses défenseurs plus proches des shooters. Face à Jokic, c'est vital, donc Gobert ne doit pas tout verrouiller, il doit résister assez pour que le reste de la défense ne panique pas et fasse son job sur les autres plutôt que de venir en aide. C'est pas glamour, mais clairement, c'est une responsabilité énorme. Franchement, faire tout ça, je pense que c'est presque plus dur que de mettre une grosse bâche isolée. Et en attaque, c'est pareil, si vous attendez de Gobert qu'il se transforme en Jokic ou en Şengün, vous allez passer une mauvaise soirée. Il ne s'écarte pas, il ne crée pas en sortie de dribble, il n'organise pas depuis le poste haut, il occupe juste son couloir central, écran, roll, verticalité, rebond offensif, finition près du cercle. Parce que bien sûr, j'accepte totalement d'entendre dire que Gobert est limité offensivement, mais limité, ça ne veut pas non plus dire inutile. La stat qui raconte tout ça, c'est les screen assists. Gobert, dans ce domaine, est parmi les meilleurs de toute la NBA depuis des années maintenant. Il ne touche pas la balle, mais il met un mur entre le défenseur et le porteur, il libère un coéquipier, et l'action ensuite peut se finir. Ça paraît presque invisible ça aussi, et pourtant sur le terrain ça peut créer un max d'avantages. Mais c'est pas tout, sa capacité à couper vers le cercle aussi peut aider énormément. Gobert tourne quasiment à 70% au tir parce qu'il prend les bons tirs, et c'est justement son job. Quand il plonge fort, le défenseur intérieur doit le respecter. S'il monte trop, Rudy finit sur un lob. S'il reste trop bas, le porteur peut attaquer. Ce n'est plus du spacing horizontal comme on peut en parler habituellement, c'est du spacing que j'ai envie d'appeler du spacing vertical. En gros, Rudy n'étire pas le terrain comme certains, mais en étant une menace dans les airs, il attire pas mal de défenseurs vers le cercle. Et puis, il y a le rebond offensif, presque 4 par match. Pour une attaque irrégulière, c'est précieux. Un tir raté peut offrir une seconde chance, une nouvelle possession. En playoff, ça vaut très cher. On le voit dans pas mal de séries en ce moment. Par contre, là aussi, il faut être honnête. Ces qualités-là, elles sont cool, mais elles ne font pas tout. Gobert a de vraies limites. Ses mains ne sont pas toujours parfaites. Il ne punit pas assez les petits au poste, et ses lancers restent un vrai problème, avec à peine plus de 50% cette saison. Donc oui, si tu lui donnes la balle à 4 mètres du cercle en lui demandant de se débrouiller, ça peut vite devenir compliqué. Mais utilisé dans son rôle comme poseur d'écran, finisseur, rebondeur et point de fixation verticale, il apporte une structure que Minnesota ne peut pas remplacer si facilement que ça. Donc la vraie question c'est pas est-ce qu'il sait tout faire, car clairement ça, la réponse est non. La vraie question c'est est-ce que ce qu'il sait faire de mieux aide vraiment son équipe? Et là-dessus j'ai pas trop de doutes. C'est pas spectaculaire, c'est vrai, mais ce genre de détails aide vraiment à gagner en playoff. C'est pour ça que ce qu'il faut regarder précisément, c'est les attentes réelles que l'on peut avoir le concernant. Tous les joueurs ont des limites. Le vrai problème c'est qu'il ne faut pas demander à Rudy d'être un joueur qu'il n'est pas. Si tu juges Gobert comme un Jokic, un Şengün ou un pivot créateur capable de porter une attaque, évidemment que tu vas être déçu. Mais si tu le prends pour ce qu'il est vraiment, un spécialiste, un poseur d'écran, un finisseur, un rebondeur, un point de fixation verticale, là, son apport devient beaucoup plus important. En gros, Gobert n'est pas forcément un mauvais attaquant, c'est juste que c'est un attaquant qui s'est spécialisé dans le travail de l'ombre. Et dans le contexte actuel des Wolves, je pense qu'avoir un joueur comme ça, c'est super important, c'est primordial.
Si Minnesota manque de création ou de tir, comme c'est le cas actuellement avec les blessures, la tentation peut être de demander à tout le monde d'en faire plus. Mais pour Gobert, en faire plus, ça ne veut pas dire créer plus, ça veut dire faire encore mieux son boulot à lui. Écran plus propre, rôle incisif, rebond offensif, jeu simple, c'est comme ça que son apport peut faire gagner. Là pour moi, ça par exemple, il l'a pas assez fait au match 5 et c'est ce qui explique la défaite. Gobert doit continuer d'être un vrai patron dans son rôle à lui, d'autant plus avec les absences de Edwards et de DiVincenzo, parce qu'on ne parle pas de petits bobos. DiVincenzo, avec sa rupture du tendon d'Achille, c'est fini pour les playoffs et c'est une vraie perte. Tir, mouvement du ballon, création secondaire, expérience, dureté. Sur les premiers matchs, il était à plus de 14 points de moyenne avec ce profil de joueur qui punit sans monopoliser la balle. En playoffs, ce genre de mec compte énormément. Et Edwards, là, on est sur un autre niveau d'inquiétude. Même si son cas peut évoluer dans les semaines à venir, dès que ton franchise player se tord le genou de la sorte et rentre au vestiaire, tout change. Edwards, c'est près de 30 points sur la saison. Le mec qui casse une défense, apporte des solutions quand ça bloque, met la pression sur le cercle, rentre des gros shoots extérieurs. S'il est absent, ou même diminué, Minnesota perd une énorme partie de son jeu. Après oui, on a vu que parfois, à sa façon, Ayo Dosunmu pouvait compenser certaines choses. Lors du match 4 par exemple, ses 43 points sont magnifiques, mais attention à ne pas raconter n'importe quoi. Un match comme ça peut te sauver sur une ou deux soirées, mais pas sûr que ça fonctionne sur l'intégralité des playoffs. Donc plus Minnesota perd du tir, du shot-making et de la création extérieure, plus l'équipe doit revenir à ce qui fait son identité. La défense, le rebond, la dureté, l'énergie, les possessions longues, les écrans, les points simples près du cercle. Et forcément, là-dedans, Rudy Gobert prend encore plus de poids. Pas pour faire du Edwards, ça n'aurait aucun sens, mais pour stabiliser tout le reste, cercle, rebond, écran, contact. Son but, c'est de rendre une série plus lente, plus dure, plus moche pour ses adversaires. Et ça tombe bien parce que normalement, c'est tout ce qu'il sait faire, et dans un basket comme ça, il peut devenir vital. Si on parle de hiérarchie, ok, Gobert n'est pas la star des Wolves, et il ne le sera jamais. Le visage, ça reste Edwards. Randle peut porter de grosses séquences. McDaniels, Conley, Reed, Dosunmu, tous ont leur importance. Mais Gobert, lui, c'est autre chose. Il n'est pas forcément celui qui enclenchera l'action décisive, mais il est celui qui permettra à l'équipe de garder sa structure sur toute la durée des 48 minutes. Et en playoff, je pense que ça peut valoir très cher cette stabilité dans une équipe comme les Timberwolves. Quand Edwards est chaud, Minnesota peut devenir injouable, et quand il met ses tirs difficiles, tout d'un coup devient plus simple pour cette équipe. Mais si Gobert ne protège pas le cercle et le rebond, tout devient alors bien plus difficile, quel que soit le niveau des autres. C'est ça que je veux dire quand je parle de clé. On peut ne pas être la première option, mais quand même être un X-Factor, une grosse clé, un point important pour la win, même nécessaire. Face à n'importe quelle équipe de playoff, Minnesota aura besoin de la même base. Protéger la peinture, finir les possessions, limiter les paniers faciles, défendre sans paniquer, garder assez de dureté quand le match ralentit. Certains match-ups peuvent être plus compliqués pour Gobert, c'est vrai, surtout si ça joue petit et que ça shoot beaucoup, mais l'identité des Wolves, quoi qu'il arrive, dépendra toujours au moins un peu de l'apport du français. Et ça, je le répète, parce que j'y tiens, une équipe NBA qui fonctionne, ce n'est pas juste une star et du jeu flashy. Pour que ça tourne, pour que ça gagne, il faut que ça tienne. Edwards, c'est le visage. Gobert, c'est la fondation. Une fondation, tu ne la regardes jamais quand tout va bien. Tu la remarques quand il commence à y avoir des soucis. Là, avec les blessures et la pression, Minnesota est en galère. Et Rudy devient encore plus indispensable. Et on a vu, lors de la défaite au match 5, que quand il pesait moins, son équipe ne suivait pas du tout derrière. J'attends pas de lui qu'il règle tout, mais j'attends de lui qu'il puisse réduire les risques. Et parfois, c'est ça qui peut permettre à une équipe de rester en vie. Minnesota, pour aller loin, aura besoin de sa meilleure base défensive et de garder une identité quand l'adresse baisse. Pas le choix. Et pour ça, même si Gobert n'est pas le joueur qui fait le plus rêver, je vous l'accorde, il a de quoi, entre les mains, devenir le patron. Maintenant, si on est un adepte des top 10, je peux comprendre qu'on l'aime pas trop, et je vous le dis, moi aussi, c'est pas forcément le joueur que je mettrais en fond d'écran de mon smartphone. N'empêche qu'en playoff, aujourd'hui, je trouve que dans le contexte des Wolves, avoir un Gobert dans son équipe, c'est rassurant. Il n'a peut-être pas le plus beau rôle, mais comme on l'a vu, dans l'identité, la stabilité et la structure de l'équipe, il est devenu indispensable. C'est bel et bien pour ça que, pour moi, il est devenu la clé des Wolves pour la suite de ces playoffs. Mais vous alors, dites-moi ce que vous en pensez. Vous trouvez que j'abuse en disant qu'il est si important que ça, ou alors vous êtes d'accord avec moi? Balancez-moi vos avis en commentaire, qu'on discute de tout ça. Et puis ensuite, à côté de ça, si vous voulez aider cette vidéo à tourner, pensez à la booster avec la nouvelle fonctionnalité et à vous abonner également si vous ne voulez rien manquer de la suite. Pour tout ça, je vous remercie la team, et nous, on se retrouve tout de suite juste en dessous pour débattre dans la section commentaires.